Voilà, le e-sport, mais qu'est-ce que c'est? Pour en parler, nous sommes avec Aldric Halal. Bonjour, vous êtes directeur de Château-le-Vaillant. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Melinda. Votre établissement scolaire est le premier et le seul internat en France consacré au e-sport. Nous allons en parler ensemble, mais avant, histoire d'être un peu plus clair pour nos téléspectateurs, mais aussi pour moi, car je vous avoue que tout ça, c'est un petit peu nébuleux, nous allons regarder un... C'est quoi donc? Tu devrais aller faire du sport plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Justement, je fais du e-sport. Et oui, la compétition de jeux vidéo, seule ou en équipe, a été officiellement reconnue en France comme un sport. On appelle ça le e-sport, le sport électronique. Et ça fait un carton. Il y aurait aujourd'hui dans notre pays près d'1 million de pratiquants et plus de 5 millions de spectateurs. Si le e-sport a commencé il y a une petite dizaine d'années dans de modestes cybercafés, aujourd'hui les compétitions ont lieu dans des stades qui peuvent recevoir 70 000 spectateurs. Sans compter ceux, partout dans le monde, qui sont derrière leur ordinateur ou leur télé. La grande finale de League of Legends, en novembre prochain à Paris, devrait rassembler pas moins de 100 millions de fans. Question e-sport, la France se débrouille pas mal. Elle se place au 4e rang mondial du nombre de joueurs professionnels, derrière les États-Unis, la Corée du Sud et la Chine. Des gamers pros qui peuvent gagner des millions de dollars en un tournoi. Alors, le e-sport ira-t-il aux Jeux Olympiques de 2024 ? La question n'est toujours pas tranchée. Les contre trouvent les jeux vidéo pas assez physiques et trop violents, tandis que les pour mettent en avant les qualités sportives requises. Concentration, réflexe et envie de se dépasser. Question débat, va y avoir du sport. Alors Aldric, le e-sport, c'est une passion pour certains, mais ça peut aussi devenir un métier, on l'a vu? Absolument, oui. On a différents types de métiers. Il peut y avoir des gamers professionnels, il peut y avoir des joueurs qui commentent leurs jeux, des streamers. Il y a également tout le game design, c'est-à-dire qu'on fabrique les jeux vidéo, on les code, on a des métiers de créativité très importants à cet égard. Et puis c'est une industrie comme une autre, c'est-à-dire que vous avez à peu près toutes les branches de l'industrie, de l'événementiel, réserver une salle, organiser le tournoi et aller jusqu'à faire venir des centaines de milliers de personnes. Comme on l'a vu là. Voilà, absolument, comme on l'a vu dans la petite vidéo. Avec des droits d'auteur, qui est la grande question en ce moment sur le e-sport, puisque le jeu appartient à un label, et effectivement, les joueurs commencent à dire, oui, mais c'est nous qui faisons vivre le label, donc il y a une petite concurrence. C'est moi qui joue là, qui fait avancer le bonhomme. Donc oui, énormément d'emplois liés au e-sport, mais les élèves qui sont chez nous ne vont pas forcément se diriger vers ce type de métier. Alors justement, moi c'est la question que j'allais vous poser. Votre établissement scolaire, il est situé à Longroy, c'est près du Tréport. Vous formez des jeunes collégiens et lycéens au e-sport. On fait quoi? On joue à la console toute la journée? Ça fait rêver, là. C'est un peu comme le sport-études. Là, c'est le e-sport-études. Les enfants ont cours le matin, les cours du programme d'éducation nationale classique, de 8h à 12h45. Et l'après-midi, ils ont l'activité de e-sport. Il y a aussi du sport classique, puisqu'on est obligé de se dépenser physiquement. Et pendant les séances de e-sport, il arrive des moments où on a besoin de s'extérioriser et de faire ce qu'on appelle du neuro-fitness, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une tâche intellectuellement différente de ce qu'on faisait avant, et on fait du sport autour de cette tâche. Donc en fait, on accompagne les jeunes dans tout leur développement, et l'après-midi, effectivement, qui peut aller jusqu'à la soirée, ils font beaucoup de jeux vidéo. On a une plateforme avec 200 jeux vidéo, il y a 8 jeux vidéo qui sont des jeux de prédilection, comme Fortnite, Overwatch, StarCraft 2, par exemple, pour donner des exemples. Et donc les élèves vraiment s'entraînent aux jeux vidéo, et c'est très sérieux, c'est très, entre guillemets, professionnel. Ils sont dans une salle de jeux vidéo, il y a une autre salle de virtual reality, de réalité virtuelle. Et donc, les enfants sont vraiment pris en charge par un coach et qui s'occupe d'eux toute l'après-midi. Donc, en fait, on réconcilie le problème de, justement, on joue à la console toute la journée. Non, pas du tout. Le matin, les cours, et l'après-midi, les jeux vidéo. Et si un élève, le matin, ne veut pas travailler en cours, il peut ne pas participer aux jeux vidéo s'il ne joue pas les règles, s'il ne respecte pas les règles du jeu. Petite donc, carotte. Voilà, petite carotte. Non, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à dénigrer un peu les jeux vidéo, mais c'est une véritable activité. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions. 0805 383 383, c'est gratuit, ou encore via Facebook. Ensemble, c'est mieux avec France 3. C'est le cas notamment d'un de nos téléspectateurs qui nous a envoyé une vidéo. Regardez.
Ce que je trouve intéressant au niveau de l'e-sport sur la vie de tous les jours, c'est de une, on gagne de l'argent en faisant des compétitions. De deux, ça apporte une certaine réflexion. On parle avec des gens à l'international, donc niveau sociabilité, on peut vraiment parler avec beaucoup de monde. Et faut pas juste tuer des gens dans un jeu ou mettre des buts. C'est vraiment une stratégie et une vie d'équipe et surtout une vie de groupe. Et c'est ça que je trouve intéressant au niveau de l'e-sport. Je pense, Aldric, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. Absolument, effectivement. Les jeux vidéo, l'après-midi, si vous voulez, il y a 3 axes. Premier axe, c'est se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on joue, donc on s'amuse. Deuxième axe, c'est apprendre. Vous avez autour du cerveau ce qu'on appelle la matière grise, et en gros, de 8 ans à 14 ans, cette matière grise se peuple de neurones, de liaisons synaptiques, et plus vous faites des jeux de réflexion, plus vous faites des jeux de réflexion qui vous mettent en action, et plus vous développez cette matière grise, le contenu de cette matière grise. Et donc aujourd'hui, on prouve que en faisant des jeux vidéo, ça peut paraître comme ça surprenant, mais on devient, entre guillemets, plus intelligent. C'est-à-dire qu'on apprend à s'adapter à des nouvelles situations, on apprend à se développer dans un contexte différent, à communiquer avec beaucoup de gens. Il y a des jeux qui sont uniquement en anglais. Donc les joueurs de jeux vidéo sont meilleurs, par exemple, en anglais que les non-joueurs de jeux vidéo. Et troisième point, c'est la compétition, avec l'objectif de gagner de l'argent, pourquoi pas, mais c'est surtout de se mettre en avant et d'essayer d'aller voir si on est meilleur que les autres, et donc de stimuler cette énergie, cette capacité à aller plus loin, à se dépasser. Et ça, c'est très intéressant quand on est jeune, ça servira après, évidemment. Et quels sont les débouchés, alors, en sortant de votre école? On devient professionnel du jeu vidéo? Alors, pas forcément. On a beaucoup d'élèves qui décident tout simplement de suivre une vie classique après, de continuer les jeux vidéo. Par exemple, un élève de terminale qui veut devenir architecte, ou l'autre qui veut faire médecine. C'est pas parce qu'on a fait des jeux vidéo de manière assez intense, par exemple, c'est pas parce que je fais du handball en sport-études que pour autant je vais devenir joueur professionnel. Peut-être que je peux le devenir ou pas. Donc en fait, nos élèves sont très avertis, sont très à l'aise avec ça, vivent avec ça tranquillement. Certains, effectivement, sont passionnés, veulent devenir des joueurs professionnels, ils sont en train d'acquérir chez nous un très bon niveau, ils participent à des compétitions, mais d'autres n'ont pas tout à fait envie de faire ça et au contraire profitent de leur plaisir, de leur loisir pour pouvoir le vivre à 100%, sans se prendre la tête avec les parents, sans être en difficulté et pouvoir passer leur brevet, leur baccalauréat chez nous, et puis après faire ce qu'ils veulent dans l'enseignement supérieur. On a une petite question de Paul, c'est pour vous, Aldric. Salut, je m'appelle Paul et je suis gamer, et j'avais une petite question pour vous. Je voulais savoir si quand on faisait de l'e-sport, on était forcément addict aux jeux vidéo, et si on voulait se faire repérer, il fallait qu'on fasse à peu près combien d'heures de jeux vidéo par jour. Voilà, merci. Alors l'addiction aux jeux vidéo. vidéo. Voilà, l'addiction aux jeux vidéo. Il n'y a pas vraiment d'addiction aux jeux vidéo chez nous, puisque la journée se décompose en plein de moments différents, et on s'aperçoit que par exemple, pendant les heures de cours, pendant les heures de repas et pendant les heures de sport, les élèves ne sont pas en manque et ne tremblent pas parce qu'ils ne font pas des jeux vidéo. Donc on ne peut pas parler d'addiction à cet égard. Effectivement, en revanche, c'est un vrai plaisir, et ils attendent cette séance avec intérêt. Mais moi, je ne parle pas d'addiction à ce niveau-là. Une addiction, ce serait vraiment sur 24 heures de journée, faire 20 heures de jeux vidéo, et si jamais on vous enlève votre ordinateur, vous faites une dépression, ou vous tremblez, ou vous faites une crise, vous vous jetez par la fenêtre. Là, oui, là, on commence à être dans l'addiction. Chez nous, on n'a pas du tout ce genre d'élèves. Il y a le contrôle. Il y a un contrôle, et surtout, on amène les élèves à réfléchir sur leur pratique. Donc, c'est vraiment ça. Et après, la deuxième question, c'est combien de temps pour devenir un bon joueur professionnel? Alors, le temps est important, mais c'est pas le plus important. C'est le coaching le plus important. C'est-à-dire, si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui vous explique la stratégie, qui vous explique ce qu'on appelle les méta, qui vous donne les derniers gestes qu'on a découverts lors des compétitions, si vous n'avez pas un entraîneur à côté de vous, le temps que vous allez passer est moins productif, il est moins rentable que si vous avez un entraîneur à côté de vous. C'est ça. Moi, j'ai le même problème quand je fais du tapis de course toute seule à la salle de sport. Exactement. Ça marche pas. Alors quand j'ai un coach derrière qui me crie dessus, ça fonctionne. Oui. Adeline, tu avais une petite question. Oui, alors comment on fait pour s'inscrire dans votre école? Combien ça coûte? Et puis est-ce qu'il y a des aides aussi? Alors, pour s'inscrire dans notre école, on a évidemment un site internet, châteaulevaillant.com, et puis vous pouvez venir rencontrer la direction. Tous les élèves qui sont dans l'école, je les rencontre, parce qu'on veut un certain type d'élèves. C'est un internat, on veut les élèves qui viennent chez nous ne sont pas des élèves qui sont virés de leur établissement, ce sont des élèves qui ont choisi notre établissement. Donc on veut des élèves qui ont vraiment un bon état d'esprit. Ils remplissent un dossier, on n'est pas à cheval sur les notes du tout, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'état d'esprit de l'élève et son envie de faire des jeux vidéo, évidemment. Rapidement, et du coup, en termes de moyens? En termes de moyens, on est à 25 000 € l'année. Il y a des aides? On peut avoir des bourses? Tout à fait, il y a des bourses. Nous, on offre 5 types de bourses en fonction du niveau de l'élève en sport, en fonction de son niveau en langue. On a une page, on offre des bourses au mérite. Très bien. Bon, en tout cas, plus d'infos sur châteaulevaillant.com.